Merci à Thibaut Damy de m'avoir invité pour parler de l'amylose et du rôle du cardiologue de ville dans le dépistage de l'amylose. Quand y penser, pourquoi faut-il y penser et pourquoi faut-il agir vite finalement? Et pourquoi faut-il agir vite? Tout simplement parce qu'il y a différents types d'amylose qui ont globalement un mauvais pronostic en raison d'un diagnostic souvent tardif. Et vous voyez dans cette diapositive récente que l'amylose à chaîne légère évolue très rapidement et a un pronostic sombre si on ne fait pas un diagnostic rapide, car il y a des traitements spécifiques en collaboration avec les oncologues. De l'autre côté, il y a l'amylose qu'on va rencontrer le plus souvent au cabinet, qui est l'amylose TTR. Et donc, pour cette amylose à transthyrétine, qui peut être génétique ou non, sauvage, dite sauvage, eh bien, il faut agir également assez vite pour pouvoir l'adresser à des centres experts. Alors, vous le voyez, quelle est notre problématique? C'est que le cardiologue n'est pas très bon dans le dépistage de l'amylose, car on n'y pense pas suffisamment. On voit que sur plus de 500 patients qui avaient une amylose à chaîne légère, dont 37% avaient une atteinte cardiaque, le délai diagnostique entre les premiers symptômes et le diagnostic de certitude a été de 2 ans. Et plus de 32% des patients avaient vu plus de 5 médecins, dont le cardiologue, pendant cet intervalle. Et seulement 18% des patients ont eu un diagnostic correct fait par le cardiologue. Donc, on voit qu'on est en première ligne, on rencontre les patients, mais on fait un diagnostic beaucoup trop tardivement parce qu'on n'y pense pas suffisamment. On n'y pense pas en cas de sténose aortique, on n'y pense pas en cas de cardiomyopathie hypertrophique, et il faut qu'on change notre attitude vis-à-vis de cette pathologie. Alors, la physiopathologie va être décrite par les vrais spécialistes de l'amylose. Vous savez qu'il y a 20 protéines circulantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce processus est dynamique, qu'il y a une infiltration progressive et constante et qui s'accélère avec l'âge. Donc, il faut essayer d'agir vite pour stopper ce processus, le stabiliser. On a vu qu'il y a différents types d'amylose. Nous, on va rencontrer surtout les amyloses à transthyrétine, l'amylose du vieillissement, en fait, sénile qu'on va rencontrer le plus souvent, la TTR et l'amylose héréditaire qui est moins fréquente, mais qui est aussi un mauvais pronostic. Et puis, bien sûr, l'amylose qui est redoutable, mais plus rare, c'est l'amylose à chaîne légère. On va voir qu'au cabinet, il faudra prescrire un dépistage justement de ces chaînes légères, alors qu'on peut avoir un hémogramme normal. Donc, ces amyloses seront décrites par ailleurs, mais vous voyez qu'il y a plusieurs types. Et donc, dans la transthyrétine, on a l'amylose, l'Alzheimer cardiaque qu'on va rencontrer le plus souvent au cabinet et auquel il faut penser. Cette prévalence est importante, notamment chez les patients plus âgés. Au-delà de 80 ans, on a 6% de patients qui auront une amylose et au-delà de 85 ans, 13% dans les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée. Donc, cette gammapathie des amyloses à chaîne légère, c'est différent, avec un plus sombre pronostic. Il faut y penser, même si le myélogramme est normal, on peut avoir une amylose à chaîne légère et c'est une urgence diagnostique. Donc, dans notre dosage qu'on peut faire en ville ou on adresse au centre expert, il faudra faire un dosage de ces chaînes légères qui, pour l'instant, ne sont pas remboursées en ville. Et donc, il faudra que les choses changent au niveau des responsables des soins. Et donc, la prévalence, je vous l'avais dit, on la sous-estime. Et quand on voit les études, dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, on a quand même 13% d'amylose à transthyrétine. Dans le RAC aussi, en post-avis, il faut penser en pré-avis et en post-avis à ces amyloses, puisqu'elles représentent de 6 à 16%. Et puis, dans la cardiomyopathie hypertrophique qu'on a diagnostiquée à tort, on peut avoir des amyloses à transthyrétine, notamment génétiques, dans plus de 7% des cas. Et donc, les signes cardiaques qu'on va rencontrer, c'est l'essoufflement qui est non spécifique, mais on va avoir d'autres signes pour nous aider à penser à ce diagnostic. C'est l'électrocardiogramme avec le microvoltage ou la pseudo-onde Q, mais qui peuvent manquer. Un électrocardiogramme normal n'élimine pas le diagnostic d'amylose. Et l'échographie cardiaque, vous savez très bien qu'on a une hypertrophie qui n'est pas forcément spectaculaire, qui peut contraster avec le microvoltage de l'électrocardiogramme. On a une dilatation biatriale importante par rapport à un ventricule gauche qui est épaissi. On peut avoir aussi une hypertrophie du ventricule droit et donc des dimensions normales en termes de diamètre télédiastolique. Et par contre, on aura aussi un aspect brillant du septum, mais tous ces éléments peuvent manquer. Et malgré tout, il faudra penser à l'amylose. Un autre élément qui va nous aider, c'est qu'il ne faut pas être cardiocentré et il faut penser aux signes extracardiaques qu'on va voir ensuite, mais qui sont assez fréquents et qui ont souvent précédé le diagnostic d'amylose cardiaque.
à savoir un syndrome du canal carpien bilatéral, une rupture du tendon du biceps, un canal lombaire étroit, eh bien, il faut penser devant ces signes à une amylose cardiaque. Et après, ça devient une urgence. Je vous ai parlé, c'est une course contre le temps parce que le pronostic va dépendre de la rapidité de la prise en charge. Ce n'est pas à nous, cardiologues libéraux, de faire la prise en charge. Par contre, c'est à nous d'y penser, de faire les examens indispensables ou d'adresser directement au centre expert. Et ensuite, c'est le centre expert qui va prendre le relais puisque c'est une maladie diffuse qui nécessite une collaboration pour l'amylose à chaîne légère avec l'oncologue et pour les autres atteintes avec d'autres spécialistes. Et donc finalement, l'amylose à transthyrétine, on va demander des examens biologiques. On peut faire soit les demander au cabinet, soit directement en centre expert, et puis une scintigraphie osseuse qu'on doit obtenir rapidement, en sachant que tous ces éléments ne sont pas complètement spécifiques. C'est-à-dire que dans l'amylose à chaîne légère, on peut avoir aussi une scintigraphie cardiaque non strictement normale. Donc, les éléments évocateurs, on les a vus. Ça peut être des troubles de conduction, il faut y penser aussi, qui nécessitent un PM. Ça peut être des flotteurs, de l'AFA. Et ça peut être le cadre du microvoltage qu'on a dit qui contraste avec l'HVG échographique. Donc, vous voyez que c'est vraiment un ensemble d'éléments, un faisceau d'éléments qui doit faire penser à l'amylose, avec donc cette dyspnée avec les caractéristiques de l'électrocardiogramme et de l'échographie, mais qui ne sont pas spécifiques et qui peuvent manquer, et les signes extracardiaques. En tout cas, ça doit être notre obsession chez les patients âgés qui ont une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou qui ont un RAC ou une cardiopathie dite hypertrophique. Vous voyez un électrocardiogramme d'amylose cardiaque, eh bien, on a le microvoltage, en sachant qu'il peut manquer, comme on l'a vu, la pseudo-onde Q de nécrose, mais qui peut être absente également, et les signes échographiques avec l'aspect en cocarde qu'on retrouve dans le strain. On peut retrouver le flux mitral restrictif, mais pas obligatoirement. Mais ce qui doit nous alerter, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui n'est pas forcément très importante, l'hypertrophie ventriculaire droite, qui peut être également absente, la dilatation biatriale contrastant avec des volumes ventriculaires gauche normaux, et puis des valves qui s'épaississent liées à l'infiltration amyloïde. Devant ces éléments, il faut vraiment penser à l'amylose cardiaque et l'adresser à un centre expert ou bien débuter les examens biologiques, mais rapidement. Et donc, quand on voit les signes extracardiaques, c'est des patients souvent âgés, plus d'hommes que de femmes pour le TTR, un syndrome du canal carpien bilatéral, une rupture des tendons du biceps, et un canal lombaire étroit, une surdité. Vous voyez des symptômes qui ne sont pas spécifiques, mais quand on cumule l'ensemble des symptômes cardiaques, les données de l'électrocardiogramme, de l'échographie et les symptômes extracardiaques, on arrive souvent à débuter un diagnostic d'amylose. Donc, pour les signes extracardiaques évocateurs dans ce qui est héréditaire, c'est finalement des gens un peu plus jeunes, 70 ans, autant d'hommes que de femmes, et les mêmes symptômes avec le canal lombaire étroit et le syndrome du canal carpien bilatéral. Les signes extracardiaques dans l'amylose à chaîne légère. Alors là, il faut être très attentif, puisque ces signes sont quand même très spécifiques. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit dans cette image. La macroglossie, les ecchymoses périorbitaires fluctuantes, et puis il faut regarder les ondes parce qu'il y a des ondes inguinales spécifiques associées à une neuropathie sensitive. Donc vous voyez, et puis par ailleurs, on peut avoir le canal carpien, la dysphonie, la surdité. Mais vous voyez qu'un patient qui a des symptômes cardiaques, il ne faut pas être cardiocentré dans l'amylose à chaîne légère, car c'est vraiment une urgence thérapeutique, urgence diagnostique et thérapeutique, car le pronostic est très sombre rapidement. Il faut vraiment regarder en extracardiaque des signes spécifiques qu'on ne regarde pas d'habitude, nous, cardiologues, à savoir donc ces lésions périorbitaires, la macroglossie et les lésions inguinales. Et avec ça, on va améliorer la prise en charge des patients. Et vous voyez un cas clinique d'un patient qu'on retrouve fréquemment. Je vous fais ça très court. 2003, rupture du sus épineux. Intervention sur le canal lombaire étroit en 2006. On voit déjà en 2008 qu'on parle de CMH, on parle de cardiomyopathie hypertrophique en 2008, et pourtant le diagnostic d'amylose TTR, donc à transthyrétine, est posé uniquement en 2017, c'est-à-dire qu'on avait la CMH en 2008 et le diagnostic est posé seulement 9 ans après, en sachant que si ça avait été une amylose à chaîne légère, le patient serait déjà décédé depuis plusieurs années. On identifie les populations à risque, et bien vous voyez qu'avec la scintigraphie de fixation cardiaque,
on peut suspecter très fortement cette amylose cardiaque. Et dans ces cas-là, il faut l'orienter à un centre expert ou l'avoir fait dans le centre d'expertise. L'IRM, à ce stade-là, pour le diagnostic, n'est pas forcément indispensable. Par contre, l'IRM dans les centres experts va leur permettre de regarder un rehaussement tardif transmural qui peut manquer quand même, mais qui est présent en 60% des cas, ou des lésions, un rehaussement tardif sous-endocardique. Ça, c'est plutôt les centres experts qui vont faire cette IRM, car l'IRM n'est pas tellement utile au diagnostic initial. Par contre, elle va être utile probablement dans le suivi des patients, avec l'IRM initial qui va voir la charge amyloïde et l'évolution sous traitement spécifique. Donc, le diagnostic en consultation pour nous en médecine de ville. Le patient a des signes cliniques assez classiques qui ne sont pas spécifiques de l'amylose: essoufflement, insuffisance cardiaque, HVG à l'échographie qui peut contraster avec le microlevotage à l'électrocardiogramme. Et surtout, il faut rechercher des signes extracardiaques qui vont vraiment nous mettre la puce à l'oreille: la surdité, le canal carpien bilatéral, la rupture de tendon. Et dans ces cas-là, deux options. Soit on a un centre expert qui peut le prendre rapidement en charge, ce qui est le cas un peu partout en France, et vous savez que le réseau amylose vous indique les centres experts, et on peut d'ores et déjà en consultation prescrire des examens basiques pour le diagnostic d'amylose, à savoir l'électrophorèse des protéines sériques, l'électrophorèse des protéines urinaires, le dosage des chaînes légères qui se fait à part, et une scintigraphie osseuse qu'on adresse au centre expert. Eh bien, finalement, ce qu'on regarde, c'est qu'à ce moment-là, c'est le centre expert qui prend le relais, test génétique à réaliser, et puis, bien sûr, en cas de gammapathie, il y a un traitement urgent à mettre en route avec les oncologues pour les chaînes légères. Donc, ce qu'on voit clairement sur la base de l'ensemble des données épidémiologiques, c'est que la prévalence des amyloses cardiaques est sous-estimée. Il faut y penser systématiquement devant une insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, devant une cardiomyopathie hypertrophique et également devant une lésion, une sténose aortique dite serrée, pour voir si l'HVG est lié uniquement à la sténose aortique serrée ou s'il y a une amylose cardiaque sous-jacente. Les patients ont souvent de nombreux antécédents cardiovasculaires qui retardent le diagnostic, mais il faut y penser sur la base des antécédents non cardiovasculaires, à savoir la surdité, le canal lombaire étroit et, comme on l'a vu, la rupture de tendon. Les amyloses à chaîne légère sont vraiment une urgence diagnostique, un pronostic très sombre s'il n'y a pas de prise en charge spécifique par les cardiologues en combinaison avec les oncologues. Et on a vu que nous, on va avoir surtout des TTR, donc des transthyrétines, mais qu'il est important de faire un test génétique dans les centres experts, quel que soit l'âge. Et donc, en conclusion, vous avez bien compris qu'on ne trouve que ce que l'on cherche, que la prévalence des amyloses cardiaques est quand même relativement élevée en cas de pathologie cardiaque associée de type insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, CMH, entre guillemets, sténose aortique serrée. Et donc, c'est à nous, au cabinet, d'y penser régulièrement et d'adresser au plus vite pour les centres experts, puisque je vous rappelle que le pronostic est globalement sombre, notamment pour les amyloses à chaîne légère. Je vous remercie.